Bienvenue à cette vidéo sur le pilier physique, des 4 piliers du bien-être psychologique. Alors, ça peut paraître peut-être un petit peu bizarre pour certains d'entre vous que l'on parle d'abord du physique et de notre corps, alors que l'on veut vous aider à créer du bien-être psychologique, mais c'est fondamental. Le corps et l'esprit sont liés et ça va être très difficile pour vous de vous sentir bien dans votre tête si vous n'êtes pas bien dans votre corps. La notion à comprendre, c'est que une grande majorité de votre capacité à générer du bien-être psychologique et émotionnel, eh bien, elle va venir de la bonne fonction de votre cerveau. Le ressenti que vous avez à l'intérieur de vous-même, au niveau psychologique ou émotionnel, c'est lié à la manière dont votre cerveau fonctionne. Et donc, il faut que votre cerveau fonctionne bien. Et pour ça, il faut que votre corps fonctionne bien parce que c'est votre corps qui va envoyer des messages à votre cerveau, mais c'est aussi votre corps qui finalement, votre cerveau baigne dans votre corps quelque part. Il est oui dans votre tête, mais il y a des communications avec le reste du corps. Donc, si vous avez des déséquilibres à l'intérieur de votre corps, dont nous allons parler, eh bien, ça va impacter la fonction de votre cerveau et cela va impacter la capacité que vous avez de vous sentir bien. C'est aussi simple que cela. Alors, il y a bien évidemment de nombreux facteurs au niveau physique qui vont jouer un rôle. Moi, je les ai classifiés ici en 7 niveaux pour vous donner un petit peu une réflexion organisée et structurée des questions qu'il faut que vous vous posiez. Alors, on vous avait dit aussi que dans cette formation, ça va être pratique, donc vous aurez des choses à faire. Vos devoirs principaux pour cette vidéo ici, eh bien, va être de vous constituer une équipe qui va vous aider à finalement mettre en place les stratégies dont je vais vous parler. Donc ici, vous avez un petit peu le plan stratégique. Après, ça sera à vous de trouver les personnes qui vont vous aider à mettre en place ces solutions. Ce qu'il faut vous rendre compte, c'est que certaines des solutions dont on va parler, eh bien, votre médecin ne peut pas nécessairement répondre à cela. Votre psychologue ou votre psychiatre ne va pas nécessairement pouvoir répondre à ça parce qu'il n'a simplement pas la formation pour ça et que, à part si vous trouvez une personne assez rare qui a une vision holistique et qui a les stratégies et qui a développé les systèmes pour vous aider à mettre en place, comme je vous le présente ici, eh bien, vous allez devoir finalement sélectionner plusieurs praticiens qui sont spécialistes et leur demander de communiquer entre eux, mais c'est à vous de faire ce travail-là. Est-ce que vous vous rendez compte que la plupart des gens, ils passent plus de temps à planifier leurs vacances, à déterminer où ils veulent aller, peut-être d'appeler un ou deux hôtels où on est en pianoté sur Internet, de voir quel hôtel offre les services qu'ils aimeraient avoir et à quel prix, mais très peu de gens font ça pour leur propre santé. Très peu de gens s'assoient, réfléchissent au travers d'un modèle ou d'un plan que je vais vous présenter ici, d'un plan stratégique et se disent, voilà, pour pouvoir bien prendre soin de ma santé, je vais avoir besoin de ce spécialiste-là, ce spécialiste-là, ce spécialiste-là. Et puis, je vais devoir m'assurer que ce spécialiste est capable de me donner un certain nombre de services dont j'ai besoin. Et là, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est-à-dire que pour chaque élément, chacun de ces 7 éléments, il y aura des réflexions à avoir, des questions que vous pourrez poser à ces personnes pour qu'elles vous aident finalement dans votre démarche. Alors, je le disais, là, votre médecin, il n'a pas nécessairement les connaissances pour ça, c'est pas une critique, c'est simplement que la masse d'informations qui doit être consommée est telle qu'il n'a pas la possibilité de se spécialiser dans tout. Il faut savoir aussi qu'ils ont une vision particulière en médecine qui est de traiter les symptômes et non pas d'aller chercher les causes sous-jacentes. Ça fait partie simplement de la manière dont la médecine fonctionne. Donc c'est important d'avoir d'autres professionnels. Vous allez voir que certains des éléments dont on va parler ici ont beaucoup à voir avec la nutrition. Et que en médecine, ils ne sont simplement pas formés à la nutrition, ils n'ont pas le temps. Il y a des études vraiment étonnantes d'ailleurs qui viennent des États-Unis. Lorsqu'on le demande aux gens ce qu'ils pensent des compétences des médecins en matière nutritionnelle, la plupart des gens pensent que les médecins sont très compétents et des sources très fiables en matière d'information nutritionnelle. Par contre, lorsqu'on pose la même question aux médecins, 6 médecins sur 7 se disent démunis ou mal formés pour répondre à ces attentes. Il y a même une étude qui montre que lorsqu'on pose des questions basiques sur la nutrition
à des médecins et qu'on les pose à des gens choisis au hasard dans la rue, certaines personnes dans la rue ont des meilleurs résultats que certains médecins, ça fait un petit peu peur, mais c'est comme ça. Et ce n'est pas que les médecins ne reconnaissent pas l'importance de la nutrition. Plus de 3/4 des médecins sondés pensent que la nutrition devrait faire partie intégrante de la médecine. Plus de 95%, enfin 94% pensent que c'est important pour le cas du patient, mais seuls 14% se sentent finalement suffisamment compétents pour aborder ces problématiques. Donc il faut trouver quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, soit un médecin qui fait de la nutrition, soit un médecin qui a été formé à la médecine environnementale ou à la médecine fonctionnelle, soit un nutritionniste, soit un autre praticien de santé qui a des compétences en nutrition, par exemple. Donc, vous allez voir au travers de ce plan stratégique, finalement, le type de personnes dont vous allez avoir besoin, et puis les questions à leur poser pour savoir s'ils vont être capables de répondre à vos attentes. Alors, le premier élément qui va avoir un impact majeur sur votre bien-être psychologique, eh bien, vous en serez peut-être douté, c'est votre état de stress. C'est votre état de stress. Et ça, c'est quelque chose de très, très important à comprendre. Lorsque vous êtes sous stress, eh bien, vous allez créer des tensions à l'intérieur de votre corps. On y reviendra un petit peu plus dans le pilier émotionnel, dans le pilier psychologique, mais vous allez créer des tensions à l'intérieur de votre corps. Ce stress, il va aussi impacter une zone qu'on appelle le système limbique, notamment l'amygdale. Et ce système limbique, lui, il est très lié à la peur, on y reviendra dans quelques minutes, mais si vous êtes tout le temps sous stress, eh bien, vous allez augmenter votre niveau d'angoisse, vous allez augmenter votre niveau de peur, et ça va être très difficile, finalement, créer cet état de bien-être psychologique, cet état de bonheur dont on parlait dans l'introduction. Donc, première des choses, c'est de comprendre l'impact de ce stress et se rendre compte aussi que votre stress physique va avoir un impact sur votre système. En fait, d'une manière évolutive, notre système limbique, notre système émotionnel, il est beaucoup plus connecté à votre corps qu'il ne l'est à votre mental. Et nous, on voit énormément de patients, par exemple, qui suivent des psychothérapies ou qui ont eu accès à d'autres thérapies comme le tapping, par exemple, ou comme la kinésiologie. Et finalement, le problème revient toujours parce que ce qu'on essaye de faire dans ces approches-là, on essaye d'utiliser le cortex préfrontal, hein, un peu la méthode Coué, je vais bien, tout va bien, pour changer la perception, pour avoir un impact sur ce système limbique. Et ça peut marcher dans certains cas, mais si votre corps est extrêmement stressé, est en état d'alarme, eh bien votre système limbique, lui, va écouter votre corps. Donc si vous avez ces pratiques, si vous voulez, qui essaient de venir dire à votre cerveau, écoute, t'es pas en danger, relaxe-toi, mais qu'en fait le système limbique, lui, il entend ces mots-là par le cortex préfrontal qui nous chuchote, hey, t'es ok, il n'y a pas de souci, t'es pas en danger, mais qu'en fait, les messages du corps qui arrivent, c'est « Ah, au secours !» parce qu'on est tellement en danger, hein, tellement sous stress, que ce système limbique, lui, il va écouter le corps. Donc, ça va être important aussi que vous passiez par une démarche qui passe par le corps. Ça peut être, on en reparlera, ça peut être des massages, ça peut être des approches psychocorporelles. À vous de trouver quelqu'un qui vous convienne. De mon côté, j'ai étudié et testé des dizaines de méthodes et il y en a une qui fait une différence au niveau du stress, notamment au niveau du stress physique, mais qui permet ensuite d'aller aussi travailler au niveau émotionnel et psychologique au travers de mécanismes neurologiques, donc pas par la parole, mais toujours par le corps. C'est une technique qui est utilisée par certains chiropraticiens. C'est une technique très douce qui n'implique pas de manipulation, qui s'appelle Network ou Network Spinal Analysis. Donc, une des meilleures recommandations que je pourrais vous faire, c'est de voir si près de chez vous, vous pouvez avoir accès à un chiropraticien qui pratique du NSA ou Network. Et encore mieux, si c'est possible, si on parle de stress, on sait que 80 ou 90, 90 pour nos amis français, 80 à 90% des visites qui sont faites chez les médecins, c'est lié au stress. Pourtant, qui mesure votre état de stress de manière objective? Quasiment personne. Et on peut le mesurer dans 3 composantes. Sa composante physique,
musculaire postural grâce à des électromyographes paravertébrales de surface. On peut le mesurer aussi au niveau neurovégétatif, système nerveux qui contrôle la physiologie interne au travers d'une cohérence ou d'une variabilité cardiaque. Et on peut le mesurer hormonalement au niveau de mesures salivaires de cortisol. Mais très peu de praticiens font ça. Donc, posez la question aussi aux praticiens, est-ce que vous êtes capable de m'aider à gérer le stress par le corps? Est-ce que vous êtes capable de mesurer objectivement ce stress pour voir si les soins que l'on met en place m'aident? Okay? Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément à se rendre compte avec ce stress, c'est que tout notre système nerveux, il a un biais, ce qu'on appelle un biais négatif. C'est-à-dire que pour des mécanismes de survie dans l'évolution, si tout d'un coup vous promenez dans la forêt et vous voyez un truc un peu allongé par terre, votre système nerveux, lui, en fait, il y a deux voies d'information. Il y a une voie rapide qui va passer par le système émotionnel, ici, et il y a une voie un petit peu plus lente qui va passer par le thalamus et ensuite qui va partir ici au niveau du cortex. Alors, pourquoi ces deux voies? Alors, quand on parle d'une voie lente et une voie rapide, on parle de quelques millisecondes au niveau neurophysiologique. Mais ce qui se passe, c'est que cette voie rapide, elle passe par le limbique. Elle voit ce truc lent par terre et elle se met en défense parce que c'est potentiellement un serpent. Et puis ensuite, on observe et on voit, ah non, c'est un bout de bois. Okay? Donc, à ce moment-là, on peut se relaxer. Mais c'était vital d'un point de vue de la survie que votre corps d'abord croit que c'est un serpent parce qu'il peut se protéger. Parce qu'à ce moment-là, il ne va plus avancer. Si il n'avait pas ce mécanisme, il avance. Et si, en fait, c'était vraiment un serpent au lieu d'une branche, il y a le risque qu'il se fasse mordre et qu'on meure ensuite du venin. Donc, on a cette voie rapide qui passe par le système limbique. Hop! Et ensuite, l'information, elle plus lente, transite par le thalamus sur notre système du cortex qui va identifier les informations sensorielles. Ah non, ce n'est pas un serpent, c'est une branche. Ok, je peux me relâcher. Mais notre système nerveux, par design, si vous voulez, il a ce biais négatif. Okay? C'est-à-dire qu'il va toujours, dans un premier temps, se focaliser sur l'aspect danger, sur l'aspect négatif. Donc c'est pour ça que ça va être très très important d'être conscient et intentionnel dans notre entraînement de nos circuits du bien-être au niveau neurologique. Donc, la notion que j'aimerais que vous gardiez de cette notion de stress, c'est que finalement, notre système nerveux, c'est un peu un velcro pour les situations dangereuses ou les émotions négatives. Hein, ces émotions, elles vont coller à notre système, alors que tout ce qui est positif, c'est plutôt un peu comme du téflon. Vous savez, sur les casseroles, du téflon, il n'y a rien qui colle, hein, ça glisse par-dessus. Donc tout ce qui est négatif va avoir tendance à coller à notre système nerveux, alors que tout ce qui est positif, ça va avoir tendance à glisser. C'est pour ça qu'il faut qu'on réentraîne notre système nerveux. Deuxième élément ou troisième élément très important au niveau de cette notion de stress, c'est qu'il y a une véritable révolution dans notre compréhension du stress depuis quelques années. La notion de stress, elle avait été développée dans les années 20-30 par un chercheur qui s'appelait Hans Selye. Et essentiellement, ce modèle qui a duré pendant quasiment 80-90 ans, c'est que notre corps est essentiellement relax. Et tout d'un coup, on fait face à un stresseur, il se met sous stress. Une fois que le stresseur disparaît, hop, on se relâche. Sauf qu'on se rend compte que la plupart des gens sont extrêmement stressés de nos jours. C'est ça qui produit la grande majorité des maladies. Et que donc ce modèle, il n'explique pas vraiment ce qui se passe. Et plusieurs équipes sont venues avec un nouveau modèle qui a été testé, qui est étayé maintenant de plus en plus scientifiquement, qui est un modèle inverse. C'est-à-dire qu'avant, on vivait dans un monde dangereux, il y avait des risques de blessures, il y avait des risques d'être attaqué par la tribu ennemie, les animaux sauvages, hein, il y a des centaines de milliers d'années. Donc notre système a développé un mécanisme de défense où en fait, le baseline, l'état physiologique de base, c'est le stress. C'est-à-dire qu'on est toujours vigilant, toujours prêt à réagir, si vous voulez, et que finalement, ce stress, il ne va être inhibé, calmé, que lorsque l'on crée un sentiment de sécurité et du bien-être à l'intérieur de notre corps. Donc c'est un petit peu comme si vous êtes dans votre voiture et puis que vous devez pouvoir démarrer très rapidement au quart de tour en fonction des circonstances. Si vous avez le moteur qui est arrêté et que vous devez commencer de tourner la clé pour mettre le moteur en marche et puis ensuite commencer d'enlever le frein à main et d'accélérer, vous perdez énormément de temps. Par contre, si vous voulez être très rapide, ben vous laissez le moteur tourner et puis vous mettez aussi un peu le pied sur les gaz, le pied sur le frein.
et tout ce que vous avez à faire, en fait, c'est enlever le pied du frein et hop, la voiture, elle part. Sauf que ça surconsomme énormément. Eh bien, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que notre corps, il est dans ce deuxième modèle. Il a toujours un peu le pied sur le gaz, ok? Et finalement, le seul moyen de calmer le truc, c'est d'appuyer à fond sur les freins. Et par contre, ça surconsomme énormément dans notre corps. Donc, pour prendre soin de cette espèce de stress, c'est pas juste quand il y a des situations stressantes, parce que le monde autour de nous maintenant est difficile, isolation sociale, la peur au travers des médias, etc. Donc ça nous maintient dans ce sentiment de stress. Donc il va falloir activement créer de la sécurité et du bien-être. Et pour ça, il va falloir prendre soin de soi. Il va falloir avoir des moments pour soi et qu'on arrête de toujours courir et courir et courir. Donc, une des stratégies que moi, je vais vous proposer, c'est que, à vous de voir, en essayant de le faire le plus longtemps possible, mais au moins une fois par mois, vous prenez une matinée ou une journée, si vous pouvez, où vous ne faites rien. Vous n'avez rien de prévu dans votre agenda. Vous vous levez le matin, vous écoutez votre corps et vous faites juste ce que votre corps il a envie. Et vous essayez de reproduire cette stratégie de plus en plus fréquemment dans votre vie. Important de prendre soin de soi et de créer de la sécurité autour de soi. On en reparlera notamment dans les autres piliers. Ok, deuxième élément important au niveau physique, c'est le sommeil. Je pense qu'on a tous eu une expérience où comment vous vous sentez psychologiquement, émotionnellement, quand vous avez mal dormi. Okay. Je crois que j'ai pas besoin d'aller dans des détails scientifiques pour vous expliquer cette notion-là, hein, mais qu'on est tous un petit peu irritables, un petit peu à fleur de peau quand on a mal dormi. Donc c'est important de bien dormir. Si vous avez des problèmes de sommeil, trouvez un professionnel, parlez-en, et ça passe pas par la mise en place de ces aspects chimiques au niveau de somnifères, mais trouvez un praticien qui peut aller aux causes de vos problématiques de sommeil. Le stress en est une des principales, pour pouvoir avoir un sommeil non seulement suffisant en matière de temps, mais aussi en matière de qualité, de pouvoir entrer dans un sommeil profond pour que votre corps puisse se régénérer. La plupart des gens de nos jours, ils sont en carence de sommeil, ils ne dorment pas assez, et quand ils dorment, la qualité de leur sommeil n'est pas bonne parce qu'il y a plein de facteurs qui viennent l'affecter, notamment l'utilisation des technologies, l'utilisation de l'exposition à ces champs électromagnétiques artificiels, l'utilisation de lumière bleue par les écrans de nos ordinateurs, de nos mobiles, etc. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Mettez en place des stratégies pour mieux dormir, trouver un praticien qui va vous permettre d'aller aux causes de vos problèmes de sommeil. Ça, c'est très, très important. De nouveau, si vous n'avez pas bien dormi, vous n'allez pas pouvoir vous sentir bien émotionnellement, psychologiquement. Ok? Troisième aspect, c'est le fitness. Si vous voulez vous sentir bien dans votre tête, il va falloir vous sentir bien dans votre corps. Et là, l'activité physique, elle est extrêmement importante. Alors, dans l'activité physique, il y a deux éléments. Il y a le sport que l'on va faire. On sait que l'activité physique, que ce soit juste de la marche ou d'aller jogger, il n'y a pas besoin de vous entraîner comme un sportif d'élite. Ça a un impact très très fort sur notre cerveau. Ça va l'aider à produire ce qu'on appelle du BDNF, qui est en fait une espèce d'engrais pour créer de nouvelles connexions au niveau de notre cerveau, qui est important pour ce bien-être psychologique. Ça va réduire le risque de dépression, ça va réduire l'anxiété, ça a un impact sur les fonctions cognitives, donc le sport est absolument essentiel. Deuxième aspect de cette notion de mouvement et de fitness, c'est ne pas être trop assis dans la journée. Il y a des études qui montrent que les femmes qui sont assises plus de 9 heures ont 3 fois plus de risque de faire une dépression que les femmes qui sont assises moins de 3 heures par jour. Donc cette position assise prolongée avec cet état qui nous met en fait dans cette posture de flexion, c'est quelque chose qui va participer à notre mal-être psychologique. On sait aussi maintenant par des neurosciences, qu'on appelle les neurosciences de la cognition incarnée, c'est que lorsque l'on est déprimé, eh bien notre posture va suivre, mais si on nous met dans une posture comme ça va créer de la dépression. Donc ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que l'état physique, l'état postural va avoir un impact sur la manière dont on se sent. Donc, important de rester en bonne forme physique, en faisant du mouvement, en faisant du sport, mais aussi en restant dynamique dans la journée, en ponctuant votre position assise, en travaillant plus debout, etc., etc. Et puis, il y a un deuxième aspect sur ce fitness. Donc là, on a le fitness physique.
mais il y a aussi un aspect de fitness cognitif, c'est-à-dire finalement de maintenir notre cerveau en bonne forme avec un certain nombre d'éléments. Ça peut être par exemple de faire des pulses, ça peut être de faire des mots croisés, des choses comme ça, qui sont très très importants aussi pour maintenir notre système nerveux en bonne forme, pour qu'il puisse commencer d'avoir une souplesse cognitive, c'est-à-dire de pouvoir commencer de changer de perception. Ça, on en reparlera dans les piliers suivants, mais très très important de maintenir ce système en mouvement. Ok. Quatrième élément, alors là c'est un sujet très très vaste, très vaste. Et là, vous avez de nouveau besoin de quelqu'un qui va pouvoir vous assister à ce niveau-là. D'ailleurs, en parenthèse, pour revenir au niveau du fitness, s'il y a besoin, eh bien, prenez quelques cours avec un personal trainer qui vous montre un petit peu comment refaire du sport en fonction de vos besoins. C'est des investissements qui valent vraiment la peine. Au lieu de se dire, voilà, je vais m'acheter le prochain iPhone parce que ça fait que 6 mois que vous avez l'ancien, mais pourquoi ne pas investir dans un personal trainer? Ou au lieu de vous acheter une télé encore plus grande, hein, pour pouvoir passer plus de temps devant le divan, pourquoi ne pas investir ça dans quelqu'un qui peut vous conseiller et vous orienter? Quatrième élément, ici, vous aurez besoin d'un professionnel à ce niveau-là, soit un nutritionniste, soit un médecin spécialisé en médecine fonctionnelle. Alors, c'est l'impact de la nutrition. Et ça, c'est quelque chose de majeur sur notre corps. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a des grandes lignes à suivre. On sait que, par exemple, les graisses que vous consommez vont avoir un impact sur votre bien-être. Si vous consommez énormément de produits industriels raffinés avec des graisses trans, ça va impacter la fonction de votre cerveau. Au contraire, si vous mangez beaucoup d'aliments riches en oméga 3, c'est très très bon pour votre cerveau. Attention à tout ce qui est sucre et tous les produits raffinés qui vont perturber votre glycémie, qui fait qu'on n'a plus un apport régulier de glucose pour le cerveau. C'est très problématique. Attention à toute la malbouffe. Okay? Mettez l'accent sur des fruits, des légumes, etc., etc. Ce sont les grands principes d'alimentation saine. On n'a pas besoin d'aller dans les détails ici, mais ayez quelqu'un qui va finalement vous évaluer à ce niveau-là. Quelques éléments clés ici de mon expérience clinique qui sont très très importants dans la relation entre la nutrition et le bien-être psychologique. Le premier, c'est l'impact des intolérances alimentaires. On sait aujourd'hui que ces intolérances alimentaires, elles vont perturber la fonction de votre cerveau, notamment par des mécanismes inflammatoires, mais aussi des études qui montrent que ça perturbe nos glandes cérébrales. Eh bien, assurez-vous, quand vous choisissez un nutritionniste qui soit capable de vous évaluer pour des intolérances ou des sensibilités possibles à des aliments les plus fréquents, les produits laitiers, le gluten, mais il y en a d'autres. Donc, qu'il puisse individualiser le plan. Et puis aussi, si vous parlez à cette personne, posez-lui la question de savoir s'il a de l'expérience dans l'axe intestin-cerveau. On sait de nos jours que cet axe est très très important. Ce qui se passe dans votre cerveau va influencer votre intestin. Ce qui se passe dans votre intestin et votre microbiome va influencer votre cerveau. Il y a des études qui montrent par exemple que si vous avez des dysbioses, c'est-à-dire des déséquilibres dans votre flore, cette mauvaise flore va pouvoir en fait hacker votre cerveau, elle va vous donner des envies d'aliments qui ne sont pas ce que vous avez besoin, mais ce qu'elle a envie. Donc, c'est vraiment une relation très, très fascinante, mais assurez-vous que la personne qui va vous suivre au niveau nutritionnel, non seulement peut vous donner des recommandations spécifiques à vos besoins à vous, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir vous évaluer aussi avec des tests de laboratoire, des tests fonctionnels, mais qu'elle soit aussi capable de vous donner un coup de main sur l'évaluation des intolérances ou des sensibilités ou des allergies alimentaires possibles, et qu'elle ait aussi une expérience avec ce qui se passe au niveau de cette relation entre l'intestin, le microbiote intestinal et le microbiote général de votre corps et les fonctions de votre cerveau, notamment au niveau émotionnel. Okay? Donc ça, c'est très, très important. Cinquième élément, au niveau physique, ici, pour créer cette fondation pour ce bien-être, c'est ce que j'appelle, alors c'est pas ce que moi j'appelle, mais le nom que j'y mets, ce qu'on appelle l'influence de l'exposome. Alors, qu'est-ce que c'est que l'exposome? Si ça se trouve, c'est la première fois que vous entendez parler de ce mot. Eh bien, ce sont l'ensemble des influences environnementales sur notre organisme. Alors, vous imaginez bien qu'il y en a énormément. Moi, ici, je vais vous en proposer finalement 3 de ces influences qui sont très, très importantes au niveau de notre système. La première,
c'est tout ce qui est électromagnétique. Okay? On sait aujourd'hui que tous ces champs électromagnétiques qui sont artificiels, c'est-à-dire qui ne sont pas présents naturellement dans l'atmosphère, eh bien, ils vont influencer notre bien-être. Certaines personnes ont même peut-être des hypersensibilités électromagnétiques. Donc, essayez de réduire au maximum votre exposition à ces éléments. Si vous dormez la nuit, débranchez votre téléphone, ne gardez pas votre téléphone portable à côté de vous, éteignez les ordinateurs, éteignez tout ce que vous pouvez et protégez-vous de toute cette électricité sale, si vous voulez. Ça, c'est vraiment le premier élément. Un autre élément dont on parle que très rarement, c'est l'impact de la lumière et de finalement ces rythmes circadiens. Peut-être que vous faites l'expérience avec ce qu'on appelle en anglais le SAD, Seasonal Affective Disorder, le trouble affectif saisonnier, c'est-à-dire que dès le moment où la luminosité baisse en hiver, tout d'un coup, vous commencez d'avoir un petit peu plus de dépression. Si c'est le cas, à ce moment-là, la thérapie par la lumière peut aider, mais l'idée ici, c'est qu'on a besoin, pendant la journée, d'être exposé à la lumière. Donc, si vous travaillez beaucoup dedans, prenez le temps de vous exposer quand même régulièrement à la lumière. Et puis, ce n'est pas juste une déficience de lumière, c'est aussi une toxicité de lumière, c'est-à-dire que la nuit, on devrait pouvoir dormir dans un environnement complètement noir. Si vous utilisez vos tablettes qui émettent de la lumière bleue jusque très tard dans la nuit, ça va perturber ces rythmes circadiens. Donc, aussi, faites attention à vous exposer à la lumière naturelle pendant la journée, de dormir dans un environnement noir la nuit et de réduire votre exposition, surtout le soir. À partir de 19 h, vous devez arrêter ces tablettes. Si vous ne pouvez pas pour des raisons professionnelles, utiliser de ces lunettes orangées ou jaunes qui bloquent la lumière bleue. Ça va déjà aussi vous donner un coup de main. Mais là, très très important. Et puis, le dernier élément ici, c'est la nature. Okay. En tant qu'être humain, on a un besoin vraiment de se reconnecter avec la nature. Les espaces verts, notamment, ça a un impact très très important sur notre bien-être. On sait par exemple des études toutes bêtes où on montre que les gens qui sont hospitalisés, qui ont une vue sur un parc ou qui ont des plantes dans leur chambre récupèrent beaucoup plus rapidement que des gens qui ont une vue qui donne sur un autre immeuble ou des choses comme ça. Donc prenez le temps d'aller dans la nature, prenez le temps de vous balader dans des parcs, dans la forêt, dans la montagne. C'est vraiment très très régénérateur, c'est très très important de ces bonnes influences. On pourrait résumer cette notion-là par deux choses. Augmenter le vert dans votre vie, c'est-à-dire plus de nature, et diminuer le bleu, c'est-à-dire toutes ces émissions lumineuses qui viennent de la technologie. Et en même temps, puis cette technologie, elle produit aussi beaucoup de ces ondes électromagnétiques. Eh bien, ça prend soin de ce troisième élément ici dessus. Okay? Sixième élément, très très important au niveau physique, ce sont les liens sociaux. Ça, c'est vraiment une des choses les plus importantes pour votre bien-être psychologique, c'est d'être entouré. Un des facteurs prédicteurs de la longévité, c'est la capacité de répondre à la question suivante. Est-ce que vous avez une personne, un ami, qui vous pourriez appeler à 4 h du matin pour demander de l'aide? Et si vous répondez oui, vous avez beaucoup plus de chances de vivre longtemps que si vous répondez non à cette question. Donc les liens sociaux sont très très importants. Maintenant, soyez aussi sélectifs, on en reparlera. Ne vous entourez pas de personnes toxiques. Okay? Choisissez les personnes qui vous entourent. Si inévitablement il y a des personnes toxiques, limitez votre interaction avec elle, mais c'est très important d'avoir ce lien social, que ce soit juste dans votre famille, mais d'éviter l'isolement. Si vous êtes seul, eh bien, essayez de sortir dans des clubs, alors c'est pas de sortir en discothèque, mais des clubs où vous pouvez rencontrer des gens, que ce soit des associations, que ce soit, je sais pas, jouer aux cartes, sortez au bistrot s'il faut, sans aller trop consommer l'alcool, on se comprend bien, mais créez des liens sociaux, et puis si vous ne pouvez vraiment pas, eh bien, les animaux, considérez avoir un animal de compagnie, ça a un apport aussi très très fort au niveau de ce pilier physique dont on a besoin pour créer ce bien-être psychologique. Et dernier élément ici, c'est l'aspect du toucher, et on va parler aussi de cet aspect postural.
Okay? Je vous ai parlé avant de cette neuroscience de la cognition incarnée, hein, qui fait que ce n'est pas juste notre état mental qui influe notre posture, mais comment notre posture influe sur notre ressenti de bien-être. Dans mon livre Dynamique, j'ai tout un chapitre là-dessus. Il y a plus de 30 études qui montrent ce lien entre la posture et la manière dont on se sent psychologiquement, que ce soit au niveau de dépression, d'anxiété, d'estime de soi, de confiance dans ses propres émotions, de capacité à ressentir son propre corps, etc. Donc, faites un travail postural. Ouvrez votre posture. Trouvez, si besoin, un praticien qui peut travailler à ce niveau-là. Je vous parlais en tout début pour gérer le stress des chiropraticiens qui utilisent du network. C'est aussi une technique phénoménale pour sortir de cette physiologie de défense en flexion et commencer d'ouvrir cette posture qui va avoir un effet bénéfique sur notre bien-être psychologique au travers de ce physique. Et puis l'autre aspect, eh bien, c'est l'aspect du toucher. En tant qu'être humain, pour pouvoir se sentir bien, on a besoin d'être touché, on a besoin d'être embrassé. Alors bien évidemment, si vous êtes en couple, c'est beaucoup plus facile. Si vous êtes seul, eh bien, considérez des autres probabilités. Essayez d'aller vous faire un massage, aller dans une organisation. Vous savez, vous voyez les gens dans la rue, là, embrassade gratuite, un hug gratuit. Ben, si quelqu'un est dans la rue, là, allez lui donner un hug, mais ayez du toucher et au besoin, venez vous masser vous-même, venez vous toucher le corps, venez vous masser un petit peu régulièrement le cuir chevelu, etc. Mais on a vraiment besoin de se toucher. Aussi, un animal de compagnie, de nouveau, si vous êtes seul, peut le faire, mais augmenter en fait ce contact physique avec les autres êtres humains, ça c'est très très important. Et maintenant, pour conclure ici un petit peu ce plan, donc je vous ai dit voilà les différentes caractéristiques, vous voyez que vous aurez besoin de praticiens qui vont pouvoir vous aider à travailler sur votre stress, à travailler sur votre posture, d'autres qui vont être plus dans le mouvement, dans l'accompagnement, d'autres qui vont être plus au niveau nutritionnel, donc sélectionnez maintenant ici ces personnes avec les questions que je vous ai proposées ici dans la présentation. Donc, revoyez cette vidéo au besoin. Et puis, finalement, un des éléments importants qui est très, très fondamental au niveau du bien-être psychologique, c'est la capacité de savourer les choses. Savourer les choses. Okay? C'est-à-dire, lorsque vous faites ça, faites-le avec plaisir. Ne le faites pas de manière forcée. Donc, lorsque vous travaillez sur votre stress, lorsque vous mettez en place ces stratégies, faites-le avec plaisir. Profitez du processus, ne soyez pas dans l'attente d'un résultat. Et finalement, j'aimerais conclure, vous avez vu que au niveau physique, j'ai pas parlé de l'argent, ok? J'ai pas parlé de l'argent. On dit l'argent ne le fait pas le bonheur, c'est pas complètement vrai. On sait que jusqu'à environ 70 000, 75 000 francs suisses, 70 000 euros, si vous gagnez en dessous de ça, l'argent peut avoir un impact sur votre bonheur, mais au-delà de ça, il ne l'est pas. Donc je ne l'ai pas inclus là-dedans, ce n'est pas qu'il n'a pas d'impact, ça peut l'avoir si vous avez des difficultés financières, mais ce n'est pas un élément majeur, cela fait partie de ces éléments extérieurs où, avec ce qu'on va vous enseigner, vous devez être capable de pouvoir commencer de générer intentionnellement et consciemment du bien-être sans avoir besoin de cet argent au travers des stratégies que je vous ai présentées dans ce pilier physique, mais aussi de celles que je vais vous présenter dans les autres piliers. Donc nous, on se retrouve tout de suite pour le pilier émotionnel.